mon sujet d'étude, effectivement, depuis 6-7 ans, ce sont les jeux vidéo. Donc, je publiais ce Philosophie des jeux vidéo qui est disponible, effectivement, intégralement en ligne et gratuitement sur le site de l'éditeur. Donc, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, c'est très facile de le faire. Et dans ce travail, moi je me suis intéressé, que vient faire la philo dans un travail sur les jeux vidéo. Moi ce qui m'intéressait, c'est la question des formes d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui se produit quand on se branche, quand on se boucle avec un ordinateur, un programme muni d'un écran, d'un dispositif de visualisation. Qu'est-ce que ça fabrique comme position subjective, enfin, comme type d'expérience, comme régime d'expérience. C'était ça le gros de mon travail, en tout cas à cette époque-là, au début de ces recherches. Ces recherches, elles correspondent aussi effectivement à un moment d'ébullition en général autour des jeux vidéo. Enfin, les jeux vidéo sont en transformation. La question de la légitimation, de la légitimité de cet objet est en plein changement aussi. Du côté des études académiques, du côté des études universitaires, on a vu effectivement se monter ces dernières années eh bien des domaines spécialisés d'études sur les jeux vidéo. Ce que je peux ajouter aussi dans cette espèce de portrait de ces recherches ou de cette trajectoire de recherche, c'est le fait que dans les études sur les jeux vidéo, la question du cinéma, la question des parentés, ou j'allais dire des analogies et des différences avec le cinéma, a toujours été une question cruciale. Voilà, c'est une question cruciale pour des raisons de légitimation. Ça nous permet à nous, chercheurs en jeux vidéo, de dire « Eh oh, regardez, nous avons quand même le droit d'étudier ce nouveau genre d'image parce que les autres ont le droit d'étudier l'image filmique ou l'image cinématographique, donc pourquoi est-ce que nous ne ferions pas la même chose ?» Donc on s'inspire, on se glisse dans les pas de nos aînés qui ont étudié la question du cinéma. Il y a des effets institutionnels aussi, c'est-à-dire qu'une bonne partie des recherches sur les jeux vidéo ont débuté dans des départements d'études filmiques. Alors en France, le grand spécialiste de la relation cinéma-jeux vidéo, c'est Alexis Blanchet, qui est à la Sorbonne Nouvelle en études filmiques, qui a travaillé sur les passerelles en particulier entre les industries du cinéma et des jeux vidéo. Sa thèse, c'était des pixels à Hollywood. Ça a été c'est un des ouvrages de référence dans le champ des études sur les jeux vidéo. Vous avez Bernard Perron, qui est à Montréal, qui vient aussi des études filmiques et qui a travaillé, lui, sur des analyses de jeux en utilisant les outils de l'analyse filmique. Par exemple, il vient de sortir une monographie sur un jeu qui s'appelle Silent Hill et qui a aussi, une série de jeux vidéo qui s'appelle Silent Hill, qui a aussi sa déclinaison filmique, etc., etc. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que cette question des relations entre cinéma et jeux vidéo dont je vais discuter ce matin, ça a été un des points de cristallisation, un des points d'appui des études sur les jeux vidéo. Ça s'explique aussi évidemment par une parenté structurelle. Dans les deux cas, cinéma et jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a ? On a des discours en images qui se déploient avec de l'image en mouvement et qui fabriquent de la signification comme ça par une succession d'images en mouvement. On a des formes d'engagement, j'ai envie de dire très fortes, très riches avec ces images en mouvement. Alors après, évidemment, une fois qu'on a dessiné un peu ce tableau des parentés entre cinéma et jeux vidéo, ça ressemble, ces deux grandes formes de discours en images. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on les sépare, où passent les différences. Voilà. Et il y a une réponse très simple, trop simple à mon goût, qui a beaucoup circulé dans les discours autour des jeux vidéo, qui consistait à dire les jeux vidéo, c'est une forme de cinéma enrichi, peut-être de cinéma en mieux, de cinéma en plus, du cinéma plus quelque chose qui est l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur les images. Et ça, c'est un discours qu'on trouve de manière récurrente chez les défenseurs des jeux vidéo, par exemple. Cette idée que les jeux vidéo sont destinés à dépasser le cinéma, ça se présente souvent comme ça, à dépasser le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'on rajoute une coordonnée supplémentaire sur l'expérience filmique qui serait l'interactivité. Bon, moi je crois que ce discours-là ne tient pas du tout, et c'est ce que je vais essayer de mettre en discussion avec vous ce matin, c'est-à-dire l'idée que les jeux vidéo ne sont pas
une sorte de continuation du cinéma avec quelque chose en plus qui serait l'interactivité, la possibilité d'agir sur les images, mais sont un autre rapport aux images, un rapport radicalement différent, j'ai envie de dire, aux images par rapport à celui que proposait le cinéma, même si évidemment quand on traite d'analogie, il y a des points de rencontre comme il y a des points de divergence. Ce que l'on fait ce matin n'est plus si exceptionnel que ça. Comme tu l'as dit, il y a des festivals consacrés aux jeux vidéo. J'ai fait plusieurs interventions dans des festivals de cinéma qui se mettent à s'intéresser à la question des jeux vidéo, mais on peut dire que pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas, et que cet intérêt nouveau pour les jeux vidéo, en tout cas sous le prisme de la culture, la légitimité culturelle ou des cultures légitimes, ça c'est quelque chose de très récent, enfin qui tient peut-être aux 5 dernières années, hein. Juste pour mesurer peut-être la question de le poids de ces questions de légitimité. Quand je publie Philosophie des jeux vidéo il y a 5 ans maintenant, je demande à l'éditeur de le signer sous pseudonyme. On en était quand même là à cette époque, parce que je me suis dit, j'ai quand même, mince, je suis un chercheur sérieux, je travaille sur des objets sérieux, en philo des sciences, histoire des techniques, je vais quand même pas comme ça me compromettre avec un travail sur les jeux vidéo. Évidemment, il refuse, et c'était lui qui avait raison. Bref, cette question donc du légitime et des légitimes, elle a pesé dans la construction des savoirs sur les jeux vidéo et dans les discours sur les jeux vidéo de manière plus générale. J'ai mis ici un document juste que j'aime beaucoup parce que il montre la persistance des critiques adressées aux jeux vidéo. Ce document, c'est une interview d'un pédopsychiatre qui s'appelle Mitchell Robin dans un magazine pour joueurs, le magazine Bleep. On est en avril 1983. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet article d'avril 1983? Eh bien, on trouve j'ai envie de dire l'éternelle rengaine, ou l'éternelle question, ou la question reprise des méfaits du jeu vidéo. Et ce que je trouve intéressant dans ce papier de 83, c'est qu'en quelque sorte tout y est déjà. Je ne sais même pas si c'est le premier document historique, en tout cas c'est l'un des premiers que j'ai pu trouver autour de ce qu'on peut appeler ce discours psy sur les jeux vidéo et sur les dangers des jeux vidéo. Donc de quoi est-ce qu'on discute en 1983? Un peu la même chose de ce dont on discute encore en 2016 et dont on discutera sans doute l'année prochaine encore. On discute de la question de l'attention. Les jeux vidéo détruisent-ils la capacité d'attention de nos chers marmots? Ensuite, on discute de l'agressivité. Est-ce que ça les rend agressifs? Et le dernier A, dans ces triple A des dangers du jeu vidéo: attention, agressivité et addiction. Évidemment, ça les rend addicts. Attention, agressivité et addiction, on pourrait les traduire très facilement dans le langage des critiques qui ont pu être adressées à un moment donné au cinéma. Enfin, la question de l'attention, les images vont trop vite, mon Dieu, nous n'avons plus le rapport contemplatif ancien aux œuvres que nous pouvions avoir avant le cinéma. Ça, c'est une critique récurrente des années 20 et des années 30. La question de l'agressivité, c'est-à-dire du transfert mimétique, qu'est-ce que ça va apprendre le cinéma à notre jeunesse? Vous vous rendez compte toutes les choses effroyables qu'on peut apprendre, notamment dans le champ du crime, avec l'idée qu'on va, à ce moment-là, c'est bien la question des conduites agressives qui est en question. On va transférer de ce qu'on a vu dans le film dans le réel ce type de conduite. Si je reviens donc à ce moment de transformation, la première chose, ça concerne l'étendue des pratiques, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que c'est les jeux vidéo? C'est l'une des pratiques culturelles les plus partagées parmi la population française. La question de base, c'est: avez-vous joué à un jeu vidéo au moins une fois au cours des 6 derniers mois? Bon, et quand on pose cette question-là, dans une enquête, on obtient quoi? On obtient à peu près 6 adultes sur 10 qui déclarent avoir joué aux jeux vidéo au moins une fois dans les 6 derniers mois. Vous êtes à peu près dans les mêmes niveaux que avez-vous été voir un film en salle au moins une fois dans les 6 derniers mois. Donc on est à peu près dans les mêmes niveaux de pratique. En même temps, ce qu'il faut commenter sur ce genre de moyenne, c'est qu'elle veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que parmi ces 6 adultes sur 10 qui ont joué à un jeu vidéo au moins une fois, vous voyez que c'est pas grand-chose, comme il suffit d'avoir joué une fois, et une bonne part ne se déclarerait pas joueur de jeux vidéo. Si on leur demandait spontanément: êtes-vous joueur de jeux vidéo, les gens ne diraient pas non. Voilà. Et donc pour les attraper en quelque sorte dans le questionnaire, il faut leur demander: est-ce que vous avez joué au solitaire?
sur votre ordinateur. Et ça, c'est aussi une des choses qui devrait transformer le regard qu'on porte sur les jeux vidéo. Hein. La pratique majoritaire des jeux vidéo, ce n'est pas Call of Duty, ce n'est pas GTA. Ce ne sont pas les titres les plus vendus. La pratique majoritaire dans l'enquête, au moment où on le fait, c'est de très loin le solitaire. C'est-à-dire les jeux préinstallés sur PC auxquels on peut jouer tranquille au travail. Donc voilà, là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la pratique telle qu'on l'imagine. Voilà. Et c'est l'intérêt de ce genre d'enquête quantitative, c'est-à-dire d'attraper aussi la très grande diversité des pratiques. C'est aussi ça qui est intéressant. Dire 6 Français sur 10, ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est de regarder où ça joue, comment ça joue, dans quelles conditions et quels dispositifs. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est une diversité extrême des pratiques. Voilà. Derrière cette enquête, on avait... on fait aussi des entretiens, on fait le travail sociologique classique, et donc on fait des entretiens. J'aurais dû présenter ça, mais je crois que je l'ai indiqué sur la slide, mais le plus gros joueur que j'ai rencontré en entretien, c'était Simone, qui a 70 ans, qui vit dans un petit village de Creuse, et qui joue je veux dire toute la journée, à un jeu sur Facebook, le jeu de la fleuriste. Enfin, je sais pas, il faut gérer sa petite exploitation de fleurs. Voilà. Ce qu'on avait aussi, ça c'est le dernier point là-dessus, ce qu'on avait aussi, c'est ce qu'on capture dans l'enquête, on était en 2013, au moment de cette enquête, 2012, là je vois, 2012, on a dû faire la passation en 2012, on voyait apparaître de nouveaux entrants sur les classes d'âge plus âgées. Et ça, c'est probablement quelque chose, c'était vraiment original parce que le modèle de diffusion de la pratique des jeux vidéo, c'était un modèle générationnel, c'est-à-dire des générations qui sont nées avec les jeux vidéo, la mienne, ont continué à jouer aux jeux vidéo, et donc on avait une diffusion comme ça en âge de la pratique par une diffusion générationnelle. On voyait de nouveaux entrants, et dans les classes d'âge les plus âgées, probablement liés aux dispositifs type tablette et smartphone. Et ça, c'était absolument extraordinaire parce que à la question, du point de vue de la logique, ce qu'on appelle les carrières de joueurs, on voyait quelque chose de nouveau. Jouiez-vous aux jeux vidéo il y a 1 an, 2 ans, 10 ans? Réponse non, non, non. Et on voit des gens qui tout d'un coup se mettent à la pratique à partir de ces nouveaux dispositifs, et qui certainement ne se déclareraient pas en tant que joueur, ne diraient pas oui je suis joueur, ou encore moins je suis gamer. Enfin, ça n'a aucun sens pour qualifier ce type de pratique-là. Voilà. Un dernier point, ça je le dis parfois dans les confs non spécialisés, le point rassurant, le message rassurant des sociologues, par exemple, ce qu'on obtient aussi dans l'enquête, c'est comme toujours l'absence de concurrence avec les autres pratiques culturelles. Contrairement à l'intuition universellement partagée, j'ai envie de dire, en général, les joueurs de jeux vidéo, en moyenne, comme on dit, vont autant au cinéma ou au musée que ceux qui ne jouent pas. Ils sont aussi nombreux à pratiquer un sport ou un instrument de musique. Ils sont même plus nombreux, mais ça c'est lié à des biais sans doute liés à l'âge et à l'âge de la pratique. Voilà pour ce qui est donc de la question de l'extension des pratiques. Effectivement, on est dans quelque chose de tout à fait massif, de tout à fait majeur, et sur lequel on peut dire qu'il y a un retard de la recherche académique sur ces questions-là. Autre élément du moment contemporain, c'est peut-être ce qu'on vit, c'est un grand moment dans ce qu'on appelle de mise en culture des jeux vidéo. C'est-à-dire que on peut travailler sur les jeux vidéo à l'université, mais si on peut travailler sur les jeux vidéo à l'université, c'est qu'il y a aussi une effervescence du côté des communautés de joueurs. Et une bonne partie, par exemple, du travail académique que l'on peut faire sur les jeux vidéo n'existe que parce qu'il y a des communautés, par exemple, qui préservent, tu parlais du patrimoine tout à l'heure, qui préservent les jeux anciens, qui font ce qu'on appelle du rétro gaming, qui constituent des bases de données, enfin ce qui serait l'équivalent du point de vue de l'histoire de la cinéphilie, effectivement de la constitution des cinémathèques et de cette logique de préservation des films muets. Donc vous avez l'équivalent de ce qui s'est passé pour l'histoire du cinéma avec les ciné-clubs, avec les festivals en jeux vidéo, c'est-à-dire un mouvement de discussion des jeux qui vient des communautés de joueurs eux-mêmes, avec le développement de pratiques artistiques, de pratiques de transformation autour du médium. Un des trucs qu'on voit de manière très intéressante, c'est le moment de décrochage du jeu féminin. Et le moment de décrochage du jeu vidéo féminin, il se produit en particulier, je vais dire des bêtises, j'ai pas les âges exactement en tête, mais disons
à partir du moment où on passe, sur la période, je vais dire, du collège, de pratiques culturelles qui sont déterminées essentiellement par la famille, c'est l'affaire des frères, des sœurs, du cercle familial, et là on a plutôt une fluidité de genre dans les pratiques, c'est-à-dire que ça s'échange, s'il y a des fratries, frères, sœurs, on va échanger les jeux et les jouets, et un moment où, qui est le moment de l'adolescence, où les pratiques culturelles deviennent déterminées par le groupe des amis, des copains ou des copines. Et là, on a une imposition de genre massive qui arrive. Et à ce moment-là, on voit la pratique de jeux vidéo se spécialiser, j'ai envie de dire, comme pratique masculine, c'est-à-dire rester à des niveaux relativement élevés, enfin très élevés, et dégringoler complètement du côté des pratiques féminines. Donc ça pose, enfin, je veux dire, là où il y a une question passionnante là-dessus, c'est qu'est-ce qui explique ce différentiel de pratiques. Et il y a eu beaucoup de focalisation sur le contenu des jeux. C'est-à-dire qu'une des voies d'entrée, ça a été de dire, et c'est vrai, à 100%, les jeux vidéo sont sexistes, c'est-à-dire qu'ils mobilisent des représentations de genre qui sont stéréotypées. Et que par conséquent, c'est ce sexisme intrinsèque au produit qui expliquerait, je veux dire, la différence d'appétit ou de goût ensuite derrière. Il me semble que cette explication uniquement par les contenus est problématique, parce que d'une part, ce sexisme des représentations, on pourrait dire qu'il existe tout aussi bien au cinéma, et de manière, enfin bon, c'est un débat récurrent. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que parfois les mêmes jeux, on voit les mêmes jeux, les mêmes titres, je veux dire, qui n'ont pas changé spécialement de contenu, être joués par des garçons ou par des filles, je veux dire, selon le lieu de la pratique ou selon la plateforme. Un des trucs, par exemple, évidents qu'on avait toujours dans les études, qu'on a toujours dans les études, c'est la féminisation bien plus grande des dispositifs mobiles. Avec, donc le jeu vidéo féminin se fait plus souvent sur des consoles mobiles ou aujourd'hui sur le smartphone. Avec comme corollaire que ces dispositifs mobiles ne sont pas utilisés en mobilité, comme on l'imagine le plus souvent, mais sont aussi utilisés dans l'espace domestique. Et du coup, par exemple, sur tout ce qui est le phénomène de la DS par rapport à la console de salon, on peut se demander, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui joue dans les effets de genre ? Est-ce que c'est pas le fait, par exemple, que l'accès au téléviseur du salon, c'est quelque chose de genré? Et qu'à ce moment-là, ce sont plutôt les garçons qui ont accès, et que les filles, elles dégagent dans la chambre. Et à ce moment-là, elles peuvent jouer sur la DS. Donc voilà, du coup, cette question d'expliquer ce qui se passe dans la distribution de genre des pratiques, elle est extrêmement complexe. On n'a pas toutes les réponses, parce que pour ça, il faut faire de l'enquête. En même temps, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la question du jeu, du jouet, des chambres d'enfants, et des gens qui travaillent aussi sur les jeux vidéo, donc on a des éléments de réponse. Et ça me paraît extrêmement multifactoriel. En tout cas, pas simplement réduit à la question des représentations de genre. Voilà, c'est ça qui me semble. Il y a une étude, je pense à ça, extraordinaire sur le jeu dans les chambres d'enfants, qui est menée par le labo qui s'appelle Experis, qui est aussi un des grands labos d'études, enfin, un labo en sciences de l'éduc qui s'est intéressé à l'éducation hors l'école. Voilà. Et donc aux pratiques de jeu, et ils ont fait de l'ethnographie en allant voir les gamins, à quoi tu joues. Et c'est toujours très difficile, ça, parce qu'il faut accéder aux enfants. Quand vous demandez aux parents à quoi est-ce qu'ils jouent, alors s'il y a bien un truc que les parents ne savent pas, c'est à quoi leur gamin joue, parce que quand ils jouent précisément, on n'a pas spécialement à s'en occuper, donc ils font leur truc dans leur coin. Il y a très peu de partage en fait intergénérationnel des pratiques de jeu, enfin beaucoup moins que ce qu'on pouvait croire. Bref, quand on interroge les gamins, ce qu'on voit, ce que disent ces chercheurs, c'est que on leur dit montre-nous à quoi tu joues. Et on se rend compte que les filles, par exemple, peuvent jouer à des jeux de garçons et montrer des jeux de garçons. Il n'y a pas tellement de problème. Donc là, il y a une fluidité de genre dans les pratiques qui est non problématique. En revanche, on voit que les garçons jouent à des jeux de filles. Mais alors, pour leur faire sortir la Barbie qui est planquée sous le lit, il faut ramer. Et donc là, la barrière, en quelque sorte, de genre est plus difficile dans ce sens-là. Voilà, ça c'est là-dessus, je veux dire, rien ne remplace ce genre de travaux et ce genre d'études. Toute cette bascule de la légitimité, de l'entrée en culture, elle se fait aussi sur un moment de transformation, mais alors massif, des modes de production, des jeux vidéo, dont l'un des grands marqueurs serait
l'arrivée depuis une petite dizaine d'années de ce qu'on a appelé les indépendants, c'est-à-dire le retour à une forme de production des jeux en petites unités, en petites équipes, en rupture avec le modèle blockbuster, tu citais GTA, des GTA, des Call of Duty, etc. etc. Ce retour des indépendants, il tient à plein de raisons techniques, à un changement dans les structures de distribution avec la dématérialisation, etc., etc., un changement dans les formations aussi de jeux vidéo, enfin bon, bref, je ne vais pas les raisons qui expliquent l'arrivée de ces indépendants, mais ce qu'on a vu arriver autour de ces indépendants, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont envie de qualifier de jeu d'auteur, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des jeux plus intelligents, plus riches, et aussi plus singuliers, voilà, qui dépendent d'une trajectoire singulière, d'un engagement singulier. Donc ça, c'est aussi un des grands marqueurs aujourd'hui de la situation des jeux vidéo. Ces jeux, voilà, enfin, on n'a jamais eu non seulement autant de jeux, ça c'est sans doute un des grands problèmes économiques du secteur aujourd'hui, mais autant de jeux d'aussi bonne qualité qu'aujourd'hui. Le ticket d'entrée n'a jamais été aussi bas aussi pour faire des jeux. Alors c'était le propos de Anarntropy, là j'ai mis la référence The Rise of Video Game Zionisters. Entropy, ce qu'elle défendait, c'est le fait qu'aujourd'hui on a la production indépendante, mais demain on sera, enfin n'importe qui peut faire des jeux aujourd'hui, et demain on verra des jeux qui seront plus simplement des jeux d'indépendants, mais des jeux d'amateurs, et ça deviendra véritablement un médium d'expression personnelle complètement diffusé. Alors il y a peut-être une dimension utopique là-dedans, mais ça capture quelque chose, quelque chose de la transformation, en tout cas de ce que l'on trouve du côté des jeux, du côté des titres, du côté de la production. Le cinéma a vécu peu ou prou les mêmes mouvements et les mêmes temporalités. Voilà, ça ressemble tellement, ces histoires. Le cinéma, ça commence comme ce fameux art sans avenir, cette espèce de gadget technologique, le cinématographe, présenté par les frères Lumière au congrès de la Société pour l'avancement industriel, un truc comme ça, j'ai oublié le titre exact de la première présentation du cinématographe. Bon, les jeux vidéo, ça commence comment? Ça commence comme un dispositif de laboratoire, un dispositif technique dont personne ne sait ce qu'il va devenir, et en tout cas dont tous les gens qui l'ont fabriqué sont persuadés que c'est l'affaire de 2-3 mois, peut-être d'un an ou deux, et qu'il n'y a pas de raison que ça aille au-delà. Donc ça commence comme un gadget technologique sans avenir. Vous avez une première exploitation commerciale qui va se faire par le biais, dans les deux cas, j'ai envie de dire, du monde de l'attraction foraine et du divertissement forain. C'est tout le mode d'exploitation foraine du cinéma dans les années 1900. Du côté des jeux vidéo, l'équivalent, c'est ce qui se passe avec ce qu'on a appelé les arcades. Vous vous souvenez sans doute de ces bornes d'arcade dans lesquelles on mettait une pièce pour jouer comme le flipper, et qui sont les fabricants des bornes d'arcade, qui est derrière cette première exploitation économique du cinéma. Eh bien, ce sont les fabricants de divertissement mécanique, ceux qui font des flippers, des jukebox, qui fournissent les matériels pour les parcs d'attractions, etc., etc. Donc la première entrée en commercialisation, elle se fait sur le même mode par le divertissement forain. Et puis vous avez enfin la constitution d'une industrie et d'une culture de masse au tournant des années 80 pour les jeux vidéo, dans l'histoire des jeux vidéo. Donc vous êtes sur des dynamiques qui se ressemblent beaucoup, et qui se ressemblent beaucoup en termes de temps et de durée. Combien de temps est-ce qu'il faut attendre pour que vous puissiez dire le cinéma est un art, et quelque chose de valide intellectuellement, esthétiquement, sans vous attendre à être contredit, c'est-à-dire en étant sûr de gagner? À partir de quand est-ce que ça fait consensus, ça devient un propos tiède, voilà. L'après-Seconde Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Si vous dites le cinéma est un art dans l'avant-guerre, vous avez encore des contradicteurs. Il y a beaucoup de gens qui le disent, il y a beaucoup de gens qui le défendent, il y a des polémiques encore importantes sur le sujet, mais vous avez encore des contradicteurs. Voilà. Donc il faut à peu près une 50aine d'années. Alors sans doute, pourquoi? Pour des raisons de diffusion générationnelle, je suppose, de la pratique, pour que la légitimité soit acquise. Alors il y a un texte que j'adore sur le cinéma,
dont je faisais un pastiche dans Philosophie des jeux vidéo, qui est ce texte ultra célèbre de Duhamel dans ses scènes de la vie future. Monsieur Duhamel se balade en Amérique, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la vie moderne, et qu'est-ce que c'est atroce, la vie moderne, et qu'est-ce que c'était mieux quand tout le monde trimait dans les champs. Et donc, dans le conte de la vie moderne, c'est, pour Duhamel, c'est l'expérience du cinéma américain et de sa puissance de captation. Et vous avez donc ce texte ultra célèbre, un passe-temps d'illettrés, de créatures misérables ahuries par leurs besognes et leurs soucis, un spectacle qui ne demande aucun effort, ne suppose aucune suite dans les idées, ne soulève aucune question, n'aborde sérieusement aucun problème, etc., etc. Bon, ce texte-là, il est extraordinaire à deux titres. D'abord parce que vous pouvez le pasticher intégralement en mettant jeux vidéo à la place de cinéma, et vous voyez que ça marche du feu de Dieu. Et l'autre chose, moi, que j'aime dans ce texte, c'est que je trouve que, alors, il se finit avec le cinéma n'est pas un art, ça ne sera jamais un art, ça ne m'a jamais ému, ça ne m'a jamais élevé spirituellement, blablabla. Contrairement aux œuvres d'art du passé. Et c'est ce qu'il veut démontrer. Ce que je trouve extraordinaire dans ce texte-là, c'est le fait que, en même temps, il touche quelque chose de très juste. C'est-à-dire que très souvent, c'est un des problèmes que nous pose cette illégitimité des jeux vidéo, très souvent on est amené à essayer de les défendre. C'est-à-dire à dire à tout prix, regardez, dans les jeux vidéo c'est bien, c'est sain, comme tu disais, ça fait m'écrire, ça améliore la coordination visuelle. Enfin, les joueurs sont très friands de ce genre de discours de défense qui dit regardez comme c'est formidable ce que ça fait à notre cerveau, les jeux, etc. Alors que ce que nous disent les critiques, évidemment, ce qu'ils pointent, c'est l'aspect le plus louche, le plus trouble de la pratique. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a plus de vérité, si vous voulez, dans le discours des critiques que dans le discours hygiéniste, de défense, qui dit mais pas du tout, c'est un divertissement sain et familial, circulé, il n'y a rien à voir, hein, il ne se passe rien dans l'expérience des salles obscures ou bien du jeu vidéo. Et dans le cadre de Duhamel, il y a cette phrase extraordinaire, par exemple, il dit « Le cinéma, par le dynamisme de ses images, là je paraphrase de mémoire, nous laisse immobiles, appesantis et comme paralytiques. » Je trouve qu'il y a une description très belle de la production d'un certain effet de cinéma, alors que Duhamel juge profondément inquiétant, mais on peut se demander s'il n'y avait pas cet effet de captation aussi fort que produit le film et la salle, est-ce que le cinéma vaudrait le coup d'être vécu? Et c'est la même chose en jeu vidéo, je veux dire. S'il ne se passait pas quelque chose de l'ordre de la captation de la prise par le dispositif audiovisuel, est-ce que cette pratique aurait un quelconque intérêt? Donc parfois on trouve dans les discours des critiques, les discours des critiques, ils attirent notre attention sur ce qui se passe effectivement dans la pratique, et en même temps qu'ils la délégitiment, il ne faudrait pas que la légitimation de la pratique, lui enlève sa charge de désir, sa charge de fascination, et enlève ce qui se passe d'important, aussi bien pour le cinéma que pour les jeux vidéo. Enfin, j'entends très souvent cette remarque, c'est-à-dire à laquelle je peux avoir de la sympathie, avec beaucoup de sympathie, de dire, est-ce que c'était quand même pas mieux, les jeux vidéo, quand ça faisait un peu peur, quoi? Est-ce que c'était pas mieux quand ça faisait peur aux parents, au monde adulte, aux psychologues, et qu'il y avait donc ce vernis subculturel ou subversif de la pratique? Moi, j'ai envie de dire, d'une part, je regrette un peu cette entrée dans le mainstream, ça, je pourrais dire ça. Et puis aussi, de manière plus sérieuse, que les stratégies en fait d'entrée en légitimité, elles peuvent être extrêmement problématiques. Et après tout, le cinéma l'a vécu d'une certaine manière. Avec un mode, par exemple, de légitimation qui a pu être la politique des auteurs à un moment donné, c'est-à-dire cette espèce de fiction abracadabrante qui consiste à dire il y a un auteur d'un film, alors qu'on est dans un produit d'industrie qui suppose de très nombreux acteurs et très nombreux producteurs, une chaîne de production considérable, sur lequel le fameux auteur n'avait pas toujours non plus la décision finale ou le montage final, etc., etc. Donc un des problèmes que l'on a quand on dit le jeu vidéo est un art ou n'importe quelle pratique est un art, c'est qu'on est à peu près contraint de le faire rentrer dans ce modèle auteuriste, c'est-à-dire de dire il y a une singularité, il y a une vision, même si ça ne correspond à rien du mode de production réel. C'est-à-dire on n'est pas capable de décrire le mode de production réel. Et en matière de jeux vidéo, par exemple, il y a une période que je trouve absolument passionnante autour de cette question-là, c'est la période des années 60 et 70. Donc vous en avez vu le tout premier produit, peut-être qu'on y reviendra.
vous avez, dans ces années-là, 20 ans de production de jeux vidéo qui sont, alors, ça se voit peut-être pas à l'écran ici, mais d'une incroyable sophistication technique, d'une qualité ludique extraordinaire, bien supérieure aux productions qu'on a du côté de l'arcade et des arcades à la même époque. Et c'est une production qui se fait de manière purement collaborative et qui se fait, deuxième caractéristique, hors marché. Alors, qu'est-ce que je veux dire sur ces deux points? Collaboratif, ces jeux vidéo, ces premiers jeux vidéo, ils sont développés comme du logiciel libre aujourd'hui, on dirait. C'est-à-dire que le code est laissé à disposition, le programme est laissé à disposition pour que d'autres le modifient et viennent le transformer. Du coup, se demander qui est l'auteur d'un jeu vidéo, c'est une question extrêmement problématique, parce que est-ce que c'est le premier qui a fait le code? Le premier qui a fait le code, il a parfois fait beaucoup moins pour le jeu que le 15e, le 30e, qui est venu modifier le code dans cette logique de production collaborative. Et se dire quand est-ce qu'un jeu a commencé, par exemple, quelle est la date de sortie d'un jeu, c'est une question qui n'a strictement aucun sens dans cette période du jeu universitaire. La vraie question, ça serait quelle est la durée de vie d'un jeu? C'est-à-dire, pendant combien de temps est-ce que des gens l'ont modifié, repris, transformé, rajouté des choses, enlevé des choses à leur guise pendant 10 ou 15 ans. Donc, une forme de production collaborative, comme ça, où la question de l'auteur est quand même extrêmement marginalisée. Et puis, la deuxième question, une production totalement hors marché, puisque là, les programmes s'échangent, non pas de la main à la main, mais par listing, sans être des produits de marché. Voilà. Et c'est ce jeu vidéo-là qui va être capté par les industries du divertissement mécanique, dont je parlais tout à l'heure, avec l'arcade. Donc, qu'est-ce que vont faire ces gens-là? Ils vont les récupérer, ils vont sans payer la moindre royalties, évidemment, sans payer quoi que ce soit, et les mettre sur le marché, et ensuite, depuis cette époque-là, hurler au piratage et au vol de la culture, alors que leur industrie est fondée littéralement sur ce pillage des communs. Voilà. Donc, ce que je veux dire avec ce petit bout d'histoire des années 60-70, c'est que là, on a l'exemple du fonctionnement, alors, ce qui n'est pas encore une industrie culturelle, enfin, en tout cas d'une production culturelle d'une très grande richesse. Il faudrait que je vous démontre la richesse, c'est peut-être un peu compliqué à imaginer à partir de ma seule image, d'une très grande richesse, et qui se fait en dehors des logiques de l'attribution autoriste et en dehors des logiques aussi de marché. Donc, dire aujourd'hui c'est super les jeux vidéo parce que c'est un art, il faut faire attention à ce qu'on fait quand on dit X est un art. Et par exemple, sur toutes les questions de musée et de commissariat d'expo, qu'est-ce qu'on fait quand on fait rentrer le jeu vidéo au musée? En général, on ne retient, mais alors que la strate la plus élevée, la moins populaire, j'ai envie de dire littéralement des pratiques, c'est-à-dire qu'on ne retient que des jeux qui vont être beaux esthétiquement à regarder, qui vont être souvent des productions indépendantes, etc., etc. Et toute la masse de la production, toute la production la plus populaire, on l'écarte et on la passe avec perte et fracas dans cette stratégie d'artification voilà, qui peut accompagner l'entrée en légitimité. Donc c'est une opération qui n'est pas neutre. Si tu me disais, là, j'ai clé en main une autre solution pour jouer la légitimité des jeux vidéo que cette bonne vieille stratégie autoriste, artiste, moi, je suis ce signe des deux mains. Si on pouvait reconnaître le caractère collaboratif et coopératif de la production, oui. Je voulais vous présenter donc cette question de la réflexion sur image de cinéma, image de jeux vidéo, la question des différences, et autour de 3 points ou trois notions, 3 idées pour caractériser l'image de jeux vidéo. L'image, ce que j'appelle désunie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une des caractéristiques des jeux vidéo, c'est l'hétérogénéité radicale du médium, et en particulier si on le compare au cinéma. Donc première caractéristique, la désunion. Deuxième caractéristique, la production, on en parlait, la production algorithmique, la production de l'image de jeu vidéo par un code, par un programme. Alors ça, c'est évidemment le grand point de divergence auquel on pense tout de suite par rapport à cette question de l'effet de réel du cinéma, cette question du réalisme du cinéma et toutes ces questions qui sont classiques en théorie du cinéma. Et puis, troisième question, la question des mouvements, la question des transferts de mouvements dans l'image. Une des caractéristiques de l'image du jeu vidéo, c'est d'être une image actionnable, une image qui est faite pour être actionnée et qui donc suppose des boucles gestuelles et pas simplement des questions de regard, qui suppose des transferts de mouvements entre le corps qui joue et le corps joué. Ça, c'est des éléments de mon travail de recherche, j'ai envie de dire, contemporain là, de ces derniers mois.
Une idée de la diversité. Voilà. Si je dois vous parler d'images de jeux vidéo, de quoi est-ce que je vous parle? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ce vaste bazar? Et encore, la diversité est réduite, hein. Parce que donc ce que vous voyez en haut à gauche, ça serait une représentation de ce fameux premier Space War, avec ces deux vaisseaux qui s'affrontent autour d'une étoile centrale. En haut, au milieu, vous avez Donkey Kong, donc un jeu en 2D, dans lequel le personnage se déplace, là, le petit moustachu, le petit gros moustachu en bas à droite, pour sauver la princesse qui hurle help tout en haut. À droite, vous avez une forme d'image, cette fois-ci en 3D, photoréaliste, qui est l'image d'un jeu de course, je ne sais lequel. Au milieu, à gauche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un jeu en mode textuel. Tiens, ça fait partie aussi des images de jeux vidéo. Cette fois-ci, on a carrément pas d'image, à défaut d'avoir un écran. Tout au milieu, vous avez le fameux Super Mario, avec cette fois-ci un jeu dans lequel il va y avoir un déplacement, un scrolling à travers l'univers, hein, contrairement au Donkey Kong qui était au-dessus. En bas à droite, vous devez avoir un Call of Duty là, dans lequel on massacre des gens. En bas à gauche, vous avez un jeu d'aventure en mode visuel, cette fois-ci avec du texte en bas, de l'image au-dessus. Tout en bas au milieu, un jeu sur lequel je suis en train de je viens de finir un article qui s'appelle Clannad, qui est un jeu qui relève du genre, qu'on appelle le visual novel, donc qui est un sous-genre de la production PC au Japon avec très peu d'export et qui correspondent à ce qu'on appelle les jeux à pleurer. C'est-à-dire des jeux de mélodrame, et c'est un truc hyper intéressant parce que le dispositif, vous voyez, graphique est rudimentaire. Vous avez cette image de type manga dans la partie haute, vous avez ce texte dans la partie basse, et ces jeux-là vous font chialer. Comment c'est possible? Et parce qu'il se passe rien, alors peut-être je vous raconterai pourquoi après. Voilà, donc c'est un sous-genre du jeu tire-larme, du jeu à pleurer. C'est des questions intéressantes du point de vue de la théorie des jeux vidéo, en particulier dans le rapport au cinéma, parce que ça touche à la question du mélo et du mélodrame, qui est l'un des grands genres cinématographiques, et qui en jeu vidéo est si difficile à reproduire. En général, la voie pour fabriquer des effets de mélodrame en jeu vidéo que les gens empruntent, c'est d'en surrajouter sur la technique, justement d'aller vers l'image photoréaliste, d'aller vers ce qu'on appelle la motion capture, c'est-à-dire on va capturer des acteurs réels dans leur jeu et le retranscrire en transformant leur peau par de la texture numérique, et espérer que comme ça, justement, on saisisse quelque chose de l'émotion dans le rapport à un visage, de la photogénie, comme on disait. Voilà, Clannad, vous voyez que c'est exactement l'inverse, vous n'avez rien de tout ça, vous n'avez aucune de ces médiations techniques extraordinairement complexes pour revenir au réel et à la capture du réel et à l'émotion, et pourtant vous obtenez des jeux à pleurer extrêmement puissants avec leurs effets de mélo. Voilà, il en manque plein de types d'images. J'ai pas mis de graphisme vectoriel, j'ai pas mis de jeu en ASCII uniquement avec les caractères qui forment des graphismes. Le premier constat, c'est le constat de cette désunion, de cette diversité qui nous laisse un peu désarmés. Enfin, qu'est-ce qu'on veut étudier? Comment est-ce qu'on peut étudier l'image de jeu vidéo à partir du moment où c'est si divers? Alors une des voies possibles, c'est de revenir à des éléments de théorie du cinéma. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu travaillé. J'avais beaucoup travaillé à partir du livre de Bellour qui s'appelle Les corps du cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là, autour de la question de l'effet de cinéma et de son rapport à l'hypnose en particulier. Bon, qui est un livre de théorie du cinéma que je trouve absolument magnifique. Et après tout, peut-être un des plus beaux livres de sciences humaines du XXIe siècle. L'avantage que le corpus est pour l'instant encore relativement restreint, mais c'est un texte formidable de théorie du cinéma. Et ce que nous raconte Bellour dans ce texte, c'est il revient en particulier sur la genèse du cinéma, la genèse technique du cinéma, avec ce modèle qui consiste à dire ce qu'a réussi le cinéma, c'est à subsumer, à cristalliser, on va dire, tout un ensemble de dispositifs de vision hétérogènes qui étaient là, qui étaient en circulation au XIXe siècle, et à fabriquer à partir de ça un régime d'image qui est devenu le régime d'image majoritaire. Voilà. Pendant très longtemps, toutes ces lignées techniques ont été agrégées dans le dispositif cinéma. Et quand on dit ça, alors il faudrait revenir sur ces lignées techniques, mais peut-être qu'une des choses qui caractérise les jeux vidéo et l'état des images aujourd'hui, c'est que ce processus de cristallisation que le cinéma avait réussi à accomplir par rapport à tous ces dispositifs de vision hétéroclites du 19e, ce processus de cristallisation il est en train de voler en éclats. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques, il me semble, du moment contemporain des images à la jonction jeux vidéo, cinéma, mais pas seulement, c'est à nouveau un éclatement
considérable des régimes d'images et des types d'images que l'on peut être amené à consommer. Alors là ici je mets en arrière-plan, vous reconnaissez peut-être une image primitive, on va dire, du cinématographe. C'est une capture d'une des vues lumière, qui est une vue saisissante, parce que c'est cette petite séquence des rameurs. Je ne sais pas si vous pouvez la visualiser juste à partir de l'image fixe, et la caméra est manifestement à l'intérieur du bateau, et on a une petite séquence comme ça en boucle, enfin, ce qui ne boucle pas, mais d'une dizaine de secondes avec ces rameurs. Ce que je trouve extraordinaire quand on regarde les vues lumière, donc avant la cristallisation de la forme film, avant le dispositif majoritaire du cinéma, c'est l'impression, et quand je regarde ça avec mes étudiants, ils me disent « mais monsieur, ça c'est un Vine ». Vous voyez ces petites vidéos qu'on enregistre sur le smartphone et qui bouclent. Ah oui, c'est vrai, les vues lumière ont inventé le Vine. Ou ils ont inventé ici la GoPro. C'est-à-dire que si on se met à regarder les vues lumière à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit la résurgence. Enfin, on y voit des choses qui ont été intégrées dans la forme film, mais qui, à l'origine, avaient une diversité qui communique avec la diversité des images qu'on a aujourd'hui. Donc, une image de type GoPro, une image de type Vine. Si je regarde le repas de bébé, je vois une espèce de vidéo Facebook à partager du petit dernier qui mange ses gâteaux et qui en fout partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si on regarde les images du kinétoscope d'Edison, une des plus célèbres, c'est deux chats qui font de la boxe. Donc manifestement, il a inventé les lolcats qui circulent sur Internet. Vous voyez, cette idée qu'il y a eu un moment de subsomption comme ça de toute une série d'images et de dispositifs d'images et qui rééclate aujourd'hui aux marges du cinéma. Alors Paul Sussman, dans Voir les jeux vidéo, un bouquin qui est centré sur cette question, un jeu vidéo cinéma, reprenait la vieille formule de Danet, le cinéma est une maison, en disant si le cinéma est une maison, alors le jeu vidéo est un terrain vague, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cristallisation majoritaire. On est pris dans cette diversité radicale des modes d'image et de consommation des images. Et il faudrait ajouter aussi, tiens, il y a un peu de Dream Machine, ouais. Il faudrait ajouter aussi le fait qu'après tout, les images de jeux vidéo, elles ont d'autres voisinages que le cinéma, et simplement que l'image de cinéma. Il y a plein de dispositifs d'image interactive qui ressemblent aux images de jeux vidéo. Quand vous regardez un Google Street View, quand vous êtes vous baladez votre petit personnage dans les rues d'une ville, voilà, vous êtes sur un type d'image interactive qui n'est pas l'image de jeu vidéo, qui est encore autre chose, pour illustrer cette idée d'un éclatement des types d'images par rapport à cette maison qui était le cinéma. Un petit travail qu'on peut faire facilement, c'est de repartir de Bellour, de repartir de la composition d'images filmiques et de se demander qu'est-ce qui fonctionne en jeu vidéo, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et du coup quelles sont les différences. Le modèle de Bellour, moi je trouve intéressant, c'est de dire donc le cinéma rassemble des dispositifs techniques hétérogènes en une forme unique. Et la deuxième chose qu'il y a chez Bellour, c'est de dire, en fait, ces dispositifs techniques, c'est ça qui est malin, je trouve, ces dispositifs techniques, c'est pas simplement des lignes techniques, ils emportaient avec eux, ces dispositifs, des passions de voir. Ils mobilisaient d'une certaine manière l'opération du regard, le désir de voir, le plaisir de voir. Et c'est non seulement ces dispositifs techniques qui se sont composés dans la grande machine cinéma, mais ce sont aussi tous ces plaisirs de voir qui se sont composés dans la machine cinéma. Vous voyez cette espèce de modèle-là. Alors qu'est-ce que ça donne quand on regarde Bellour? Qu'est-ce que ça donne quand on regarde l'application aux jeux vidéo et pour essayer de saisir les différences dans la composition du dispositif producteur d'image? Alors, la première chose chez Bellour, c'est la projection frontale, évidemment. La caractéristique du cinéma, c'est d'être à peu près dans ce dispositif-là. L'écran derrière, vous êtes en face, avec en général une différence de luminosité. La salle est obscure, l'écran est clair, donc vous avez cette différence de potentiel. Et ça ressemble à toute une série de dispositifs de vision qui fonctionnaient, ou de dispositifs spectaculaires qui fonctionnaient sur la projection frontale ou la frontalité. Bon, là-dessus, rien de différent. En jeu vidéo, ça marche aussi. Ce qui est conservé, après tout, la première chose qui continue, qui se poursuit, c'est l'écran,
avec en jeu vidéo peut-être une certaine anticipation de la miniaturisation des écrans. Les consoles mobiles ont été là avant les smartphones, il ne faut pas l'oublier, et donc une certaine forme de rapprochement de l'écran vers le visage. Ça, ce serait peut-être une des choses que les jeux vidéo ont ajouté dans cette logique de la projection frontale. Et puis les jeux vidéo, c'est quelque chose dans laquelle la consommation est souvent individualisée, je veux dire, par rapport à la consommation collective du cinéma. Deuxième élément, celui-là je zappe, non, je zappe le deuxième, le deuxième, ça serait l'élément de différence majeur, on va revenir à ça, la question du réel. Troisième élément, dit Bellour, un des grands dispositifs qui passionne le 19e, c'est le panorama. Je sais pas si vous voyez, j'ai une image d'un panorama derrière. Qui est le panorama Bourbaki? Où est-ce qu'il est? En Suisse, je ne sais plus dans quelle ville. Le bâtiment peut encore se visiter. Là, c'est mes photos de touristes personnels que vous avez à l'image. À quoi ça ressemble un panorama? Un grand bâtiment avec au milieu une petite plateforme circulaire sur laquelle vous pouvez circuler, et tout autour, à 360 degrés, une toile peinte. Et même devant, pour renforcer le réalisme de la représentation, vous pouvez avoir des dioramas, c'est-à-dire des éléments de décor, des figures en cire qui sortent en quelque sorte de l'image. Voilà, c'est vraiment un des grands dispositifs qui vise l'immersion dans l'image avec cette mobilité du regard dans la scène. Alors ce que nous dit Bellour, là ici, c'est aussi, ça marche très bien, c'est du côté du cinéma, effectivement, cette liberté du regard dans une scène, c'est quelque chose que le cinématographe produit. Il y a de l'effet de panorama à fond dans le cinéma, avec ce désir comme ça de tout voir, ce désir panoptique, on pourrait dire, ou synoptique. En jeu vidéo, on est clairement là ici dans la continuité, dans le renforcement de ce désir-là. C'est-à-dire que le jeu vidéo réintroduit, redonne aux joueurs contrôle sur la caméra. La première chose qu'on fait dans un jeu vidéo en 3 dimensions, c'est effectivement déplacer la caméra dans l'espace, c'est-à-dire qu'on retrouve la liberté du promeneur à l'intérieur du bâtiment, du panorama. Là aussi, on est dans la continuité dans ces régimes d'image. Troisième élément, la question du réalisme, nous dit Bellour. Un des grands oublis, évidemment, ou une des choses qu'on ne sait pas spontanément, c'est à quel point, par exemple, l'un des spectacles les plus populaires au 19e siècle à Paris, c'est la visite de l'académie de médecine ou aussi des salles de la morgue. Donc on va voir les corps exposés. Le prolongement de cette visite comme ça des corps donnés à voir, c'est le musée de cire, dit Bellour, autre immense attraction du Paris du 19e siècle. Que fait le cinéma? Il donne à voir de manière massive et sous toutes les coutures des corps. C'est principalement quand même ce qui remplit l'image de cinéma. Après tout, ça pourrait montrer autre chose, le cinéma, que des corps humains en permanence. Donc ce désir comme ça de voir, sous toutes les coutures, ce désir de réalisme du corps et des corps, c'est quelque chose que le cinéma reprend à son compte, dit Bellour. Côté jeux vidéo, est-ce que ça marche? Ici encore, on a l'omniprésence de la figure humaine, on pourrait dire, et puis deuxièmement, on récupère quelque chose de plus sur cette logique du musée de cire. On récupère une sorte de marionnette à actionner, à activer, cette espèce de personnage qui est mi-vivant, mi-artificiel, qu'est l'avatar de jeu vidéo. Donc là aussi, on a une poursuite, il me semble, de ce qui était à l'œuvre dans les logiques de composition du cinéma. Dernier élément, et la question du zombie, oui, bien sûr, cette question du mort et du vif, elle traverse les jeux vidéo de manière effectivement particulièrement forte. Après tout, le dispositif, c'est je m'hybride avec une machine. Hein, donc, ce qu'on produit, c'est l'image qu'on produit, elle est vivant machine, elle est peut-être sur ce mode d'être du zombie. Dernier élément, avant-dernier élément chez Bellour, là aussi ça marche. Ce que dit Bellour, c'est une des caractéristiques du cinéma, c'est d'arriver à simuler les dispositifs de vision antérieure, et en particulier la vision mécanique, celle de la fenêtre du train, ça va devenir le travelling, on peut reproduire en cinéma la plupart des situations de vision mécanisée qu'on avait. Cet caractère de simulation, il me semble qu'il fonctionne aussi à plein, si vous voulez, pour les jeux vidéo. Alors, où est le point de différence maintenant? Si on se dit, énorme parenté finalement, tous ces désirs de voir là, toute cette organisation technique des désirs de voir, on la retrouve côté jeux vidéo, en général, intensifié avec une strate supplémentaire de contrôle.
la différence, manifestement, elle tient à la question du photogramme et au mode de production des images. Et donc, à la question, à l'immense question du rapport au réel, puisque en jeu vidéo, évidemment, on n'a pas ce fameux photogramme, on n'a pas cette opération de capture du réel, et à la place, on a une production des images qui est faite par la machine informatique et par l'ordinateur. Donc on a une image qui relève du code et qui a une toute autre logique d'usage, j'ai envie de dire, que l'image de cinéma. C'est une des choses que j'ai souvent montré aux étudiants. Alors, avec mes étudiants, un des exercices que l'on fait dans les cours de jeux vidéo, c'est que je leur demande d'adapter en jeu vidéo des séquences de cinéma pour réfléchir sur l'hétérogénéité des médias. Alors il y a des choses dans lesquelles vous avez de l'affinité. J'aurais dû vous ramener ça, mais une des séquences qu'Alexis Blanchet montre souvent, c'est la séquence d'un film de Buster Keaton dans lequel il y a une poursuite, et on a un espèce de travelling latéral où on voit le corps burlesque de Keaton qui rebondit partout, qui saute, qui court, qui est là. Mais peut-être sur le mécano de la générale, même les séquences où il est sur le train et il se balade, voilà, ces séquences emblématiques, vous voyez un peu ce type de mouvement de caméra. Et il met à côté Super Mario Bros. Voilà, là on est dans un régime d'image dans lequel il y a une affinité. Voilà, on se dit, vous montrez ces images-là, c'est facile de se dire, tiens, on va en tirer un jeu d'action en 2 dimensions dans lequel on saute de plateforme en plateforme, donc ok, ça fonctionne. Une des choses qui me paraît emblématique de la difficulté à adapter, c'est cette séquence là que vous avez sur mon image, vous reconnaissez peut-être, qui est l'une des séquences de Paisa, donc de Rossellini, d'un des sketchs, d'un des petits épisodes comme ça dans ce film à épisodes qui est le Paisa de Rossellini, et qui est une séquence dans laquelle on voit dériver lentement comme ça un objet dont on ne sait pas ce qu'il représente et dont on finira par comprendre parce qu'il y a une pancarte que c'est un partisan dont on suppose qu'il a été tué par les fascistes et laissé à dériver le long du fleuve. Et puis on a dans cette séquence-là, en contrepoint, des vues de la foule mixte et silencieuse qui regarde comme ça le partisan défiler champ contre champ sur le fleuve. Et cette petite séquence qui dure moins d'une dizaine de secondes se finit avec l'un des fascistes, vous voyez en bas là, ici, qui dit partisan Chianli. Voilà, ça va être la seule parole prononcée. Alors cette séquence, elle est emblématique de la lecture que fait par quelqu'un comme Bazin, par exemple, du réalisme au cinéma et du réalisme cinématographique. Et l'un des grands morceaux de bravoure de Bazin, c'est l'analyse de la scène des anguilles, qui se situe quelques minutes après cette scène-là dans le Paisa de Rossellini. Donc, une des questions qu'on peut se poser là, dans la question des divergences, si le jeu vidéo c'est une image code, si le jeu vidéo c'est une image qui est produite par un programme informatique et qui est produite pour être manipulée, qu'est-ce que ça donnerait de traduire cette séquence-là en jeu vidéo? Alors pour comprendre la difficulté, il faut comprendre ce qui est fondamental dans cette séquence. Ce qui est fondamental dans cette séquence, c'est exactement le noyau dur de la théorie de Bazin, c'est-à-dire l'idée de l'ambiguïté dans l'image. Que l'image de cinéma, c'est la seule forme d'art, la seule forme de production qui peut nous donner accès à l'ambiguïté du réel. Au réel lui-même, j'ai envie de dire, sans être produit par une intention signifiante, ou dans lequel l'intention signifiante de l'artiste, l'intention de produire de la signification, est toujours débordée par le réel de l'image, parce qu'il y a toujours plus dans l'image que tout ce que vous avez pu y mettre au point de départ. Ça, c'est le noyau dur de la position de Bazin, c'est une position existentialiste. Voilà. L'image cinématographique dépasse, par sa nature même, d'enregistrement mécanique, les intentions signifiantes qu'on a pu vouloir y projeter. Et par conséquent, il s'invente avec le cinéma un rapport comme ça au réel qui est tout à fait extraordinaire, qui est marqué au sceau de l'ambiguïté, parce qu'il y a toujours quelque chose qui dépasse ce que l'on a voulu y mettre ou voulu y dire. Cette séquence-là de Paisa, elle est emblématique de cette démarche-là, puisque le principe de son déroulement, c'est de laisser le spectateur dans le flou le plus complet sur ce qui se passe. C'est-à-dire que vous voyez une image floue,
d'un objet non identifié, littéralement, là, qui descend la rivière. Et vous voyez ensuite cette image ambiguë des spectateurs qui regardent sur la berge et qui ne disent rien, et dont le visage ne nous permet pas de dire s'ils approuvent, s'ils désapprouvent ce qu'ils voient. Et vous avez deux moments d'imposition de sens, et deux seuls moments d'imposition de sens, l'un par la pancarte qui vous dit partisan, mais ça c'est justement par l'écrit, et l'autre par la parole qui vous dit, qui reprend partisan Chianli. Ça c'est l'imposition de sens. Donc les deux impositions de sens, si vous voulez, elles viennent du même lieu ou de la même énonciation qui est celle des fascistes. C'est eux qui disent le sens dans l'image et qui imposent le sens dans l'image. En face, le spectateur est réduit à l'ambiguïté, et ce qui lève l'ambiguïté, c'est une imposition violente. Bon, ça c'est vraiment cette structure comme ça, qui est fondamentale dans cette lecture-là du cinéma, ou d'un certain cinéma, et d'un certain rapport à l'ambiguïté du réel au cinéma. Qu'est-ce que ça donnerait, ce truc, en jeu vidéo? Essayez de l'adapter, faites le document de game design. Comment est-ce qu'on pourrait traduire quelque chose de ce rapport aux images dans une situation de jeu? L'image de jeu vidéo, à mon avis, là pour le coup, on est dans un point de divergence majeur et total. L'image de jeu vidéo, comment est-ce que ça fonctionne? Si on remonte un peu en arrière, c'est une image donc code, et c'est une image actionnable. C'est une image qui est faite non pas pour être regardée dans sa globalité, en laissant l'ambiguïté du réel advenir, là, si on suit ce genre de théorie du cinéma, mais qui est faite pour être décodée et pour décider où est-ce que je vais pouvoir agir ou pas agir, où est-ce que je vais pouvoir cliquer ou pas cliquer. Par conséquent, si on devait traduire, j'ai l'impression, ce genre de séquence en jeu vidéo, ce que l'on ferait de manière structurelle, c'est précisément détruire l'effet de cinéma qui est à l'œuvre ici, alors qui est très particulier. Je ne dis pas que c'est tout, enfin, contrairement à Bazin, je ne dirais pas que tout le cinéma est là-dedans, mais enfin, il y a un certain effet spécifique de cinéma ici. En jeu vidéo, je ne vois pas comment ne pas le massacrer dès le point de départ, c'est-à-dire en rentrant dans une logique de consommation des images qui suppose d'identifier à l'intérieur de l'image qu'est-ce qui est cliquable et qu'est-ce qui ne l'est pas, si on dit ça comme ça, qu'est-ce qui est actionnable et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire d'avoir déjà une image qui est prédécoupée en vue de l'action avec des éléments de signification prévus en tant que tels. Alors peut-être, je remonte juste un tout petit peu. Je vous disais, diversité des images, on était là. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à toutes ces images-là? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun? Il reste des choses communes. Ça, c'est l'image de Space War, le premier jeu vidéo. Vous avez des éléments alors, qui vont être partagés dans leur immense majorité par la plupart des images de jeux vidéo. La première chose, c'est que vous avez dans l'image de jeu vidéo des avatars. En général, quand vous regardez une image de jeu vidéo, vous avez une place privilégiée pour vous, le joueur. Vous savez que vous êtes à un certain endroit dans l'image qui va être votre zone d'action privilégiée. Et puis, ici, vous avez, ça c'est important dans Space War, vous avez, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez repéré où vous êtes dans l'image de jeu vidéo? Ce qui est peut-être la première opération que les joueurs font. Où suis-je à l'image? Quelle est ma zone privilégiée d'action? Vous avez deux choses. Vous devez distinguer entre ce qui est de l'ordre de simples éléments de décor et ce qui est élément d'action à l'intérieur de l'image. Alors ici, par exemple, dans Space War, l'élément actif, on ne le voit pas là, hein, il ne se distingue pas des éléments de décor, c'est ce point au centre qui est l'étoile centrale en fait, qui attire les vaisseaux en suivant à peu près la loi de Newton. Donc il faut jouer autour de cette étoile centrale en l'utilisant pour gagner de la vitesse dans ce jeu-là et en évitant de la toucher, sinon on est détruit. Vous voyez le principe d'un élément actionnable. Et par contre, vous avez à l'arrière-plan toutes ces étoiles, hein, ces petites étoiles, on appelle ça le planétarium dans le Space War d'origine, qui n'ont pas d'autre fonction qu'une fonction de décor, qu'une fonction esthétique, et puis aussi ergonomique, parce que ça aide à visualiser le déplacement des vaisseaux. On prend une image qui n'a plus rien à voir en apparence. Ben, là, on retrouve nos éléments clés. C'est-à-dire que vous avez le petit bonhomme moustachu, là, le Mario, qui est en bas, qui est l'avatar, qui est l'endroit où votre manipulation gestuelle trouve du répondant directement dans l'image. Et vous avez des éléments inactifs, des éléments de décor, le petit nuage en haut, a priori sur lequel on ne pourra rien faire, encore que celui-là, c'est pas évident, et des éléments actifs, qui est le petit champignon là qui se déplace et qu'il ne faut pas toucher là, dans une logique de collision, il faut éviter de le toucher. Quand je dis pour le nuage c'est pas évident, c'est que là c'est typique. Qu'est-ce que vous faites quand je vous joue à cette séquence là?
bah, vous avez une strate de choses à faire. La première chose, c'est où suis-je? Bon, ça s'est réglé assez vite, c'est le petit bonhomme qui court. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois éviter le champignon qui m'arrive dessus. Ça, c'est le tout début du niveau, il vous arrive dessus, et vous apprenez par essai-erreur. Si vous touchez, vous voyez que c'est pas bon, et ensuite vous allez l'éviter. Et ensuite, dans une strate plus complète, vous allez essayer de dissocier donc, ce qui est élément actif à l'intérieur de l'image, et ce qui est élément inactif ou simple élément de décor. Et par exemple, là ici, vous avez une image dans laquelle il y a quelque chose d'incertain. Par exemple, certains des nuages vont être des éléments actifs. Ça va être en fait des éléments de plateforme sur lesquels vous allez pouvoir sauter. Donc la logique d'exploration de l'image, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est inactif. Et cette logique d'exploration de l'image, elle est liée au mode de production des images. C'est-à-dire que dans le système de production de cette image, à l'intérieur du jeu, quelqu'un a placé une brique qui était une brique active et qui avait comme possibilité, par exemple, de soutenir le personnage dans son action. On prend un autre registre. Là, on revient à ce Call of Duty. Est-ce qu'on retrouve nos caractéristiques, nos éléments caractéristiques? Oui. Est-ce que vous avez l'avatar? Il est là au centre. En tout cas, c'est même pas un être humain, c'est un flingue. Vous êtes un flingue dans la proposition d'incarnation de ce jeu. Vous avez vos champignons, là. Alors, vous voyez, le champignon, il court avec une mitraillette dans la partie gauche de l'écran. Il faut l'éviter. Il faut éviter la collision avec le champignon. Il a bien changé entre-temps, le champignon. Mais enfin, il garde la fonction champignon. Comment dire, non comestible. Et puis, vous avez ces éléments qui sont de simples éléments de décor. Comment on va le savoir? On va expérimenter. Par exemple, je pense que ces tonneaux sont très probablement, là, ce qu'on voit au-dessus de mon losange, sont très probablement indestructibles. Vous pouvez tirer tout ce que vous voulez, il ne se passera strictement rien. Par contre, d'autres éléments, peut-être la porte derrière, si vous tirez dessus, à ce moment-là, vous aurez une interaction possible. Donc, l'image de jeu vidéo, elle fonctionne comme ça. Elle est codée, elle est produite par un code, et elle est produite par un code en étant codée pour l'actionnabilité, avec des éléments qui sont prédécoupés et prédéfinis dans l'image pour la logique d'action qui est celle du spectateur, du joueur. Par contre. Alors je finis là-dessus. Dans Philo des jeux, je réfléchissais sur en m'appuyant sur des bouts de théorie du cinéma, à la différence des états, des mobilisations dans lesquelles on se met avec les images. Et à la différence en particulier entre ce qui a été appelé à un moment donné état filmique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous fait l'image de cinéma, dans quel état ça nous met ou dans quel état devons-nous être pour consommer l'image de cinéma, état filmique d'un côté, état vidéoludique de l'autre. Et on trouve, alors dans un certain secteur de théorie du cinéma, je ne vais pas refaire toute la théorie, mais chez Christian Mess, alors qui a été le maître de Bellour dont je parlais tout à l'heure, c'est toujours les mêmes références un peu. Chez Mess, vous trouvez des descriptions qui sont je trouve extrêmement intéressante de l'état filmique. Alors Mess s'intéresse au dispositif de la salle de cinéma avec cette idée géniale au fond qu'aller dans une salle de cinéma, c'est quand même une activité bizarre. Il y a quelque chose d'un peu louche dans le fait d'aller dans une salle de cinéma. Qu'est-ce qu'on fait quand on va dans une salle de cinéma, même si plus grand monde n'y trouve à redire? On va se mettre comme ça dans le noir, en situation de sous-motricité, mais de surperception, de façon à se laisser engager au maximum dans l'image. Et la théorie de Mess, c'est l'idée de dire finalement, qu'est-ce que c'est que l'effet de cinéma? C'est le couplage entre le dispositif de l'écran, quelques taches de lumière minimalistes de l'écran, quelques taches de lumière sur l'écran, et un certain état psychophysiologique, j'ai envie de dire, du spectateur, qui est un état de disponibilité. Voilà. Et que la force du cinéma, c'est que le film peut venir se projeter sur moi, comme une sorte de quasi-rêve. Voilà, je suis dans un état qui est intermédiaire entre l'éveil, la veille et le sommeil, et je peux recevoir les images avec une forme d'hallucination paradoxale, dit Mess, comme si c'était un petit fantasme éveillé, un petit rêve éveillé. On est dans cet état-là. Et quand on sort de la salle de cinéma, dit Mess, qu'est-ce qui casse l'état filmique? Vous avez cette impression de réveil, de se réveiller, de sortir de cette mobilisation corporelle, psychique particulière, qui fait que le film vient en quelque sorte se projeter sur moi avec une force plus importante. Et donc on peut imaginer dans cette logique-là, dans cette description, qu'est-ce qui viendrait casser l'état filmique? Il y a d'autres manières, après tout, de regarder le cinéma. Vous pouvez regarder un film, comme ça s'est fait, d'ailleurs ça s'est fait pendant très longtemps, vous pouvez le regarder debout, vous pouvez le regarder en parlant aux personnages à l'écran.
Moi, j'ai souvenir d'avoir vécu des séances comme ça quand j'étais gamin dans les pays de l'Est, je vais pas vous raconter ma vie, mais avec des gens qui sont debout dans la salle et qui hurlent au personnage, fais attention, fais ci, fais ça, enfin, une espèce d'intervention. Là, manifestement, c'est pas, là, on n'est pas dans l'état filmique à la Christian Mess, on est dans autre chose. Donc, si vous vous mettez à vous agiter dans tous les sens, l'état filmique ne fonctionne pas. Si vous allumez, éteignez la lumière, ou même vous allumez la lumière, à ce moment-là, vous abîmez ce mode d'adhésion à l'image. Donc, il y a cette description là que j'ai mis à cette espèce de grand bloc de texte sur le sentiment de se réveiller à l'issue de la salle de cinéma. Une des analogies que Mess emploie qui est très jolie, c'est, même si elle est très peu 2016, elle est très années 70, j'ai envie de dire. Enfin, elle ne serait pas validée par les questions de sécurité routière aujourd'hui. L'analogie de Mess, c'est la longue route de nuit. Voilà, l'idée qu'on se trouve dans cette espèce d'état de bascule entre la veille et le sommeil, et que c'est dans cet état de réceptivité, semblable à une longue route de nuit, dit-il, longue étape nocturne, c'est ce que vous avez ici, que le cinéma produit ses effets. Donc voilà, une certaine rencontre entre un dispositif technique, une certaine mobilisation corporelle psychique en face, par où se produit l'état fini. En jeu vidéo, comment ça marche ? Manifestement pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que le ressort de l'engagement dans les images, ça ne peut pas être cette position de laisser aller, d'ailleurs que la salle de cinéma encourage et à laquelle vous vous livrez sans pouvoir y résister là maintenant. Donc c'est pas cette position de laisser aller qui permet la réception des images en jeu vidéo. Si vous faites ça, c'est le game over immédiat. Et si vous essayez de vous endormir devant un jeu vidéo ou de somnoler devant un jeu vidéo, il y a beaucoup de chances effectivement que ça ne marche pas. Comment ça se passe en jeu vidéo ? Le mode d'engagement dans les images, il est d'un tout autre type. Il relève de ces boucles interactives, de cette exigence d'action. Voilà. Si l'état de filmique, c'est un état de relâchement, l'état de jeu vidéo, l'état vidéoludique, c'est un état d'affairement. Qu'est-ce qui caractérise l'image de jeu vidéo ? C'est qu'elle vous donne toujours quelque chose à faire. Et vous avez cette boucle où vous avez une image qui est codée pour que vous discerniez à l'intérieur de cette image ce qu'il va falloir faire, quelle action il va falloir produire. Et quand vous allez produire l'action qui est attendue, par exemple ici tirer ou avancer dans cette image-là, eh bien l'image va se modifier en temps réel, en quelque sorte, par rapport à votre action. Là, par exemple, si je saute au-dessus du champignon, j'aurai d'autres choses à faire en fonction de la structure d'image. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment ça, une image code. C'est une image qui est codée pour l'actionnabilité, ce qui fait que le mode de consommation des images, même si l'image devient photoréaliste en jeu vidéo, reste profondément différent. C'est-à-dire que l'image de jeu vidéo, elle n'est pas destinée à être contemplée dans cette espèce de rapport global dont parlait Bazin, dont parle Mess. Elle est destinée à être découpée, elle est destinée à être décodée, et l'on sait que de toute façon, derrière, le joueur de jeu vidéo sait que derrière l'image, il y a des structures. Il y a des structures, c'est-à-dire qu'il y a des zones de l'image qui sont des déclencheurs d'action, et d'autres qui ne servent à rien, et ainsi de suite. Du coup, un universitaire qui s'appelle Patrick Krogan avait une formule intéressante pour décrire comme ça le rapport aux images de jeux vidéo. Il parle d'images logistiques. Ce sont des images qui sont logistiques parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, parce que les zones de ce qu'il y a à faire sont déjà déclarées au point de départ et qui ont pour but comme ça de fabriquer de la maîtrise sur les situations qui sont envisagées. Voilà, elles ne viennent pas de nulle part, les images de jeux vidéo. Et elles trimballent aussi cet héritage et cette charge technique. Ici, ce que vous voyez, vous retrouvez l'écran de mon Space War là, initial, celui qui est ici, avec la bagarre des vaisseaux, là, qui produit des faisceaux lumineux. C'est le même dispositif que celui-là, voilà, que vous avez ici dans Space War. Et ce que vous voyez, le reste, ce sont d'autres écrans qui sont identiques à ce Space War, c'est les mêmes écrans, mais qui servent à tout autre chose que le jeu vidéo, qui sont les écrans de ce qui s'appelle le SAGE, c'est-à-dire le dispositif de défense anti-aérienne des États-Unis, pendant les débuts de la guerre froide. Et qu'est-ce que c'est que Space War ? Qu'est-ce que c'est que cette image de la Space War qui est celle du jeu vidéo ? Eh bien, c'est le détournement, la transformation d'une image native qui est celle de ces dispositifs de contrôle et de commande que vous avez dans la partie droite de l'image. C'est les mêmes ordinateurs, c'est les mêmes écrans de visualisation. J'ai envie de dire, c'est la même activité, le même jeu,
discerner ce qui est appareil ennemi et pas appareil ennemi pour l'abattre. C'est la même chose qu'on fait dans le jeu vidéo et qu'on faisait dans l'usage sérieux de ces dispositifs-là. Et l'image de jeu vidéo, de ce point de vue-là, par différence avec cette vieille image photogramme, elle est prise dans ce registre-là d'action avec les images, qui consiste à discerner ce sur quoi on peut agir et ce qui échappe à l'activité. Ce qui fait qu'à mon avis, mais ça reste un vrai sujet, ce qui fait que l'adaptation de notre paisa de Rossellini en jeu vidéo, eh bien, ça me semble un cas absolument limite. C'est-à-dire, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait respecter la structure d'image ou la mobilisation dans les images qui est celle du film, ici, dans cette structure d'image actionnable qui est celle des jeux vidéo. La dernière caractéristique, si je revenais à mes caractéristiques d'image de jeux vidéo, je vous disais la désunion, la diversité. Malgré tout, dans cette désunion et dans cette diversité, la question d'une image code, d'une image qui est codée et qui a été produite pour un programme qui dessine des zones d'action à l'intérieur de l'image et qui donc, en face, suppose un certain type d'engagement majoritaire que j'appelais l'affairement. La dernière caractéristique peut-être par laquelle on peut approcher l'image de jeu vidéo, c'est la question des mouvements et la question donc des transferts de mouvements. L'image de jeu vidéo, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est cette boucle interactive. Ce qui se passe à l'écran suppose ou appelle de votre part, appelle de la part du joueur des gestes. Et ces gestes et ces mouvements vont être retraduits à l'écran et exiger d'autres mouvements en retour. Et à mon avis, mon travail de ces dernières années, ça vise à essayer de décrire ces boucles-là. Est-ce qu'on peut décrire ce qui serait une des strates les plus basiques de l'expérience des jeux vidéo, qui est de l'ordre de ces rapports de mouvement, entre mouvement à l'écran et gestes du joueur, et la manière dont l'un se branche sur l'autre. Pourquoi est-ce qu'on peut se poser cette question des rapports de mouvement, et pourquoi est-ce qu'on peut considérer que c'est fondamental dans le rapport à l'image en jeu vidéo? Ça tient à un problème de description. Si je veux décrire les émotions, alors par exemple d'un jeu d'arcade, comme derrière vous avez le vieux Asteroids d'Atari en 1979, qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que je peux raconter pour savoir ce que ça fait de jouer, par exemple, d'actionner cette image-là, celle du Asteroids de 79? Alors qui, à mon avis, un des chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo, c'est aussi pour ça que je le prends là. Comment ça se joue ce truc? Vous avez le petit vaisseau au centre, c'est du graphisme en vectoriel, comme on dit, donc c'est encore un autre mode graphique. Le petit vaisseau au centre, qui se balade sur cet écran. Il n'y a pas de bord, s'il touche le bord du bas, il va revenir en haut, donc l'écran, le système est bouclé sur lui-même, et puis il y a ces objets qui se baladent, toujours la même logique de la collision, qui sont des météorites et qu'il faut éviter. Donc on est dans quoi avec ce astéroïde? On est dans un jeu de labyrinthe tout à fait classique. Hein. Le labyrinthe, c'est la règle, c'est évite de toucher les bords, évite de rentrer en collision. Sauf que là, le labyrinthe est mobile, puisque les différents astéroïdes se baladent dans l'écran. Et alors, quelle est la logique du jeu? La logique du jeu, c'est que vous allez chercher à les éviter en déplaçant votre petit vaisseau, mais vous pouvez aussi, et c'est comme ça que vous marquez des points, vous pouvez aussi détruire les 10 astéroïdes en leur tirant dessus avec vos petits missiles qu'on voit dans l'image. Mais ce qui se passe, c'est quand vous tirez sur un gros astéroïde, il se fragmente en astéroïdes plus petits, et donc, j'ai envie de dire plus dangereux, parce qu'il y en a plus, et qui vont un peu dans tous les sens, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes réduits en poussière. Donc, vous voyez la logique d'action du jeu. La question, c'est, je reviens à cette question élémentaire, qu'est-ce que ça fait que de jouer à Astéroïdes, et pourquoi les sensations que procure un titre comme Astéroïdes sont d'une qualité exceptionnelle? Alors, on est souvent, on peut être en jeu vidéo, je veux dire comme en cinéma, comme dans tous les médias qui déploient des univers fictifs, la porte d'entrée la plus facile, la plus évidente, c'est par les représentations. C'est-à-dire se dire, qu'est-ce que c'est que de jouer à Astéroïdes? Eh bien, je crois que je suis un pilote dans un champ d'astéroïdes, et donc je m'identifie au vaisseau. Bon. Peut-être qu'au début, effectivement, quand on voit la borne d'arcade, on se dit c'est cool d'être un pilote dans un champ d'astéroïdes, mais on sent bien que très vite l'activité elle bascule dans autre chose, qui est ce rapport de vitesse, ce rapport de mouvement, ce rapport d'évitement, et voilà, toutes les émotions de mouvement, je veux dire, qui tiennent à ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à mon avis Astéroïdes est un jeu extraordinaire? Ce qui en fait un jeu extraordinaire, c'est la richesse de la boucle de mouvement. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait comme geste, vous est retransmis à l'écran
sous une autre modalité, qui est la modalité audiovisuelle. Vous avez bougé un stick d'arcade et appuyé sur un bouton, et ce que vous avez, c'est un espace qui a été produit, qui est produit en permanence, coproduit en permanence par tous vos gestes, mais transféré dans une autre modalité sensitive, la modalité audiovisuelle de cet espace en mouvement. Vous avez en quelque sorte une représentation en permanence de l'état de votre corps propre et de tout ce que vous avez produit jusqu'ici, qui vous est transmise sous une forme autre. La question, c'est comment est-ce qu'on peut décrire ça, Bazar, au-delà de ça? Parce que c'est manifestement ça qui est au cœur du jeu. C'est cette espèce de ces sensations que l'on reçoit à avoir mes propres mouvements transformés sous une autre modalité et auxquels je réagis à mon tour. Voilà. Une autre manière de le dire, ça serait de penser à Tetris. Hein. Le jeu Tetris, sans doute vous voyez à quoi ça ressemble, hein, ces briques qui tombent, hein, tout le monde voit ce truc. Tetris, comment est-ce que vous décrivez ce que ça fait que de jouer à Tetris? Alors, ce qui est amusant dans Tetris, c'est qu'évidemment, la strate représentationnelle est encore plus faible que là. C'est-à-dire que vous n'avez que des trucs abstraits qui tombent. Alors, vous avez toujours des gens pour vous dire, ah oui, non, le plaisir de Tetris, c'est le plaisir du rangement. En fait, je suis en train de ranger ma chambre et voilà. Ok, c'est peut-être une manière de donner sens à la situation, mais l'autre plaisir de Tetris, évidemment, si vous prenez, ça c'est l'entrée en jeu, à la limite, vous pouvez donner sens à la situation qui est représentée. Alors, dans Tetris, c'est un peu acrobatique. Et puis vous avez le point d'arrivée. Évidemment, vous allez dire, bah, Tetris, je suis content quand j'ai gagné, quand j'ai amélioré mon score, je suis pas content, je suis frustré quand j'ai pas gagné. Oui, mais qu'est-ce qui se passe au milieu? Est-ce qu'il n'y a rien au milieu? Est-ce qu'il n'y a que du vide? Certainement pas. Il se passe quelque chose de l'ordre du mouvement et de l'ordre des transferts de mouvement. Alors je vous montre ça c'est le début de ce travail. Ça consistait à faire des enregistrements sur les contrôleurs. Je suis intéressé, tiens, qu'est-ce qui se passe si on essaie d'objectiver ce que les joueurs font sur les manettes. Et ici, ce que vous avez, c'était la courbe des appuis donc, sur les contrôleurs dans une session d'un bon joueur de Tetris. Pourquoi je vous montre ça? Parce que j'ai l'impression que le seul moyen de comprendre ce qui se passe en termes d'émotion dans un Tetris, c'est cette courbe, ou ce genre de courbe. Alors je l'explique. Cette courbe a été intéressante au point de départ parce que c'est pas du tout celle qu'on attendait. Et celle qu'on attendait, on l'a obtenue ailleurs. On l'a obtenue en mettant des joueurs débutants devant Tetris. Qu'est-ce qu'on voit quand on met des joueurs débutants devant Tetris? On voit ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire à une augmentation progressive du rythme des appuis, qu'on pourrait appeler en termes d'émotion, c'est vraiment de l'affect panique. Quoi. Le jeu va de plus en plus vite et le joueur essaye d'y répondre de façon de plus en plus vite et de plus désordonnée jusqu'au crash. Oui, on s'attendait à ça en fait. Hein, le principe des jeux d'arcade, c'est une accélération progressive. Et au bout de cette accélération progressive, l'effondrement et le crash, puisque ces jeux sont faits pour amener un game over relativement rapide, voilà, qu'on peut repousser. Et quand on enregistre donc des bons joueurs de Tetris, on obtient cette courbe un peu étonnante que vous avez ici des appuis, qui nous montre cette entrée en jeu avec une ascension rapide du rythme des appuis, et cette espèce de plateau descendant. Ben, jouer à Tetris, c'est ce plateau descendant. Qu'est-ce que c'est que ce plateau descendant? C'est le joueur qui est capable en quelque sorte de moduler, d'accueillir en lui la vitesse, l'accélération que le jeu propose, de le ralentir en quelque sorte, et d'être dans cette espèce d'état où vous arrivez à peu près à maintenir le jeu dans une zone d'action qui est encore praticable. Et puis vous avez l'effondrement. Autrement dit, qu'est-ce que c'est le registre d'émotion de mouvement de Tetris? On pourrait dire, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation, c'est le premier truc, crescendo. Ce décrescendo qui correspond à une forme de surf avec le dispositif mécanique, avec ce qu'il vous impose, qui est l'essentiel du truc, et ensuite l'effondrement que vous avez à la fin. Et peut-être, à chaque fois qu'on bascule d'un pattern à un autre, d'un schéma à un autre sur la courbe, on a peut-être aussi production d'un petit affect de mouvement ou de vitesse en lien avec le jeu. Donc ça, c'est une des choses, à mon avis, qui me semble structurelle dans les images de jeux vidéo, cette question des transferts de mouvement, des affects de mouvement, c'est-à-dire cette strate où finalement la question de ce qui est représenté à l'écran tout en haut est secondaire par rapport à cette strate de l'action et de l'actionnabilité et de la boucle avec les images, où là effectivement quelque chose se produit de manière spécifique et qui peut avoir des qualités
dans certains jeux que d'autres n'ont pas, des qualités rythmiques autour de la distribution rythmique des expériences. Voilà. Juste un dernier point pour dire que cette question des transferts de mouvement, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver en théorie du cinéma. Bellour a travaillé là-dessus, hein, sur l'idée que la strate primaire de l'expérience filmique, c'est voilà, juste la mobilité à l'intérieur des images, et que cette mobilité vient se projeter sur le spectateur, et que d'abord il y a ça, et il y a des descriptions magnifiques, par exemple cette vue lumière Mâcon vue d'un train, où il essaye de décrire justement les petits chocs perceptifs que produisent le rideau d'arbres, l'arrivée d'une maison au premier plan, et de dire nous sommes d'abord saisis par les images, au niveau de ses affects primaires de mouvement, et il va chercher du côté de Stern, qui s'est intéressé aux nourrissons, à la psychologie des nourrissons, l'idée qu'il y a un premier rapport émotionnel chez l'être humain qui est lié à ces questions de posture, ces questions de vitesse, ces questions de différence de vitesse dans l'expérience. Et ça, c'est Stern, la citation que vous avez en bas, hein, ces caractères insaisissables qui correspondent à ces affects primaires de mouvement sont rendus par des termes dynamiques, kinétiques, tels que surgir. Qu'est-ce que c'est quelque chose qui surgit dans mon champ perceptif? Qu'est-ce que c'est quelque chose qui s'évanouit dans mon champ perceptif? Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est du fugace, de l'explosif, du crescendo, du décrescendo, de l'éclatement, de l'allongement, etc. Oui, ces rapports de durée, effectivement, qui sont là dans l'image cinématographique, mais qui sont, j'ai envie de dire, cultivés pour eux-mêmes dans l'expérience vidéoludique, parce que leur rapport avec la mobilité des images là a une strate supplémentaire qui est la manière dont je les actionne et je m'y repère. Voilà. Un autre truc, je ne sais pas si je parlais de Linda Williams. Déjà, je sais pas, j'ai pas mentionné, hein, j'ai pas mentionné Williams. Bon, chez Williams, vous avez donc en théorie du cinéma, une réflexion assez extraordinaire sur la question des transferts de mouvement et la question de ce qu'elle appelle les films de corps ou les logiques de corps, autour de l'idée que certains genres cinématographiques reposent précisément sur des transferts de mouvement entre l'écran, les corps à l'écran et les corps spectatoriels. Ça, je vous invite à lire Williams, c'est juste tellement extraordinaire en théorie du cinéma, je trouve. Williams, elle est surtout connue pour être une des fondatrices des études sur la pornographie, donc les porn studies. Et cet article sur les films de corps, on est là-dedans, parce qu'elle identifie 3 genres de films, donc qu'elle appelle films de corps, et qui a priori n'ont rien à voir, qui sont les films d'horreur, les films, donc la pornographie, et le mélodrame. Et l'argument, donc, c'est que ce sont 3 genres de films, comme elle dit, dégoûtants, c'est gross, c'est grossier, et dans lesquels, et qui sont 3 genres évidemment dévalués. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? L'argument de Williams, c'est justement ça, c'est de dire, je les appelle films de corps parce que ce qui est en commun, c'est un certain transfert de mouvement, en fait. C'est fondé sur une expérience de l'image par transfert de mouvement et par réplication, par contagion mimétique entre la salle et l'écran. Alors, je vais faire les exemples, j'ai obligé. Dans le cas du mélodrame, que se passe-t-il? L'héroïne allait retrouver son amant et enfin ils allaient lever des années de malentendus, mais pas de chance, elle a trébuché en sortant du quai et puis paf, il est mort quand elle arrive. Juste là, 2 secondes, elle allait lui dire il est mort et là, pouf, l'héroïne s'effondre en larmes et la salle s'effondre en larmes, contagion mimétique. L'héroïne hurle de terreur, c'est toujours des corps féminins au cinéma, comme vous le savez, qui sont enfin une bonne partie du lieu de focalisation libidinale. Dans le film d'horreur, l'héroïne hurle de terreur et la salle hurle de terreur, contagion mimétique. Dans la pornographie, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, l'héroïne jouit et la salle aussi, dans l'idéal, la suit sur cette voie. Donc vous voyez cette idée que même dans le cinéma, certaines expériences du cinéma sont fondées sur ces transferts de mouvement entre l'image et l'écran, et ça pose à mon avis c'est hyper intéressant ça, quand vous allez regarder ce genre d'éléments de théorie du cinéma, parce qu'on peut se demander aussi en jeu vidéo comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a par exemple toute la question de la contagion par l'horreur, ça marche très très bien, ça fonctionne très très bien en jeu vidéo, alors qu'à l'inverse le mélodrame est un genre qui passe très très mal en jeu vidéo. Pourquoi, comment est-ce qu'on peut expliquer ces affinités ou ces difficultés entre genre vidéoludique et genre filmique? Voilà. Donc là je pense qu'il y a une voie, si vous voulez, pour penser l'image de jeu vidéo, c'est-à-dire l'idée que cette question
des rapports de mouvement, des transferts de mouvement, qu'on l'envisage au niveau des genres comme Linda Williams, qu'on l'envisage au niveau des affects primaires comme Bellour, c'est quelque chose d'important dans notre rapport aux images, et que ça, c'est précisé. Si les jeux vidéo interviennent une strate après le cinéma, un cran après le cinéma, c'est dans la mise en culture de ces rapports de mouvement, dans la complexification de ces rapports de mouvement, dans une esthétique qui est justement engagée pas tellement simplement dans la représentation ou dans ce qui est représenté à l'écran, mais dans ce qui se transfère de nos gestes vers l'écran lui-même. C'est très difficile de faire un jeu vidéo, je vais partir comme ça. C'est très difficile encore plus de faire un bon jeu vidéo. Et c'est très difficile de faire un bon jeu vidéo sans le budget pour. Donc ça explique qu'une bonne partie de la production de Serious Game est en général jugée par ses utilisateurs comme étant de piètre qualité. Voilà. Michel Lavigne qui a fait on a peu d'études de réception, hein, mais Michel Lavigne qui est à Toulouse a fait une étude de réception sur un certain nombre de Serious Games, souvent à destination des lycéens, alors avec plein d'entrées différentes, hein, cours d'histoire d'un côté, attention il ne faut pas boire avant de conduire de l'autre, ce genre de messages. Et l'enquête de réception est unilatéralement catastrophique sur les produits proposés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir souvent dans le Serious Game une illusion, c'est-à-dire de se dire ah mais les jeunes ils aiment les jeux vidéo, donc si on leur présente ce qu'on veut leur faire apprendre sous forme de jeux vidéo, ça va être forcément génial. Non, les jeunes n'aiment pas les jeux vidéo, ils aiment certains jeux vidéo, et de un. Et de deux, il y a l'immense majorité de la production passe à la trappe, c'est-à-dire que n'intéresse radicalement personne. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait un jeu qu'on fait un bon jeu, j'ai envie de dire, et c'est pas parce qu'on fait un serious game qu'on fait ni un bon jeu ni un serious game. Donc la difficulté est maximale. Voilà. Ça serait pour la question des serious games. Ceci dit, à mon avis, c'est une question passionnante, enfin, du rapport entre jeu et apprentissage, et on ne peut pas la balayer simplement d'un revers de main. Je dirais, si je continue dans ma critique comme ça rapide des défauts majoritaires du serious game, une des difficultés aussi avec le serious game, c'est l'effet gadget, c'est-à-dire de ne pas imaginer en fait un dispositif ludique par rapport à une situation ludique comme générateur de conduite ludique dans une situation et aussi de conduite d'apprentissage, mais d'imaginer un gadget, c'est-à-dire on te dit, bah alors, ok, on va te mettre, mon cher jeune, je vais te mettre devant l'écran et tu vas voir, tout va bien se passer et à la fin tu vas en ressortir avec le recablage cérébral adéquat. Voilà, ça c'est vraiment une ignorance complète de ce que c'est qu'un processus ludique, de ce que c'est que jouer. Et il n'y a jamais d'automaticité de ce type, j'ai envie de dire même avec les jeux vidéo qui marchent. Une majorité de la production reste orientée vers le fun décérébré. Donc la question de porter un propos sur le monde, que ce soit un propos critique et réflexif, bah, cette démarche-là, elle est, je veux dire, minoritaire. Bon, je suppose qu'on pourrait dire la même chose du cinéma de divertissement, hein, ceci. L'autre chose, c'est que une des voies d'hybridation du jeu, enfin il existe une voie d'hybridation, tu sais, entre jeux vidéo et documentaire, qui vont être soit sous la forme de jeux documentaires, soit sous la forme de dispositifs interactifs. Je pense à ce que fait David Dufresne, je pense à Fort McMoney par exemple. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ce Fort McMoney? Une personne, malheureusement. Alors vous allez regarder Fort McMoney, tous ceux qui n'ont pas levé la main. Qu'est-ce que c'est que Fort McMoney? C'est un documentaire sur cette ville qui faisait de l'extraction du pétrole par les sables bitumineux, on dit ça, et qui a brûlé, vous avez vu peut-être ces images, il y a quelques mois. Et donc Dufresne avait fait un documentaire qui est un documentariste, un journaliste d'investigation, sur cette ville et la catastrophe écologique qui couvait derrière. Voilà. La prédiction, en quelque sorte, s'est réalisée avec une catastrophe de très grande ampleur. Comment fonctionnait son dispositif? En empruntant des éléments de jeux vidéo. Il y avait des choses absolument passionnantes dedans, notamment le fait que les interviews, c'est le truc que j'ai trouvé mieux. Alors, c'était pris dans une structure à la SimCity, on faisait promener le journaliste un peu comme dans une ville. Il y avait aussi des logiques gamifiées, comment on dirait, avec des mécaniques de jeu pour prendre des décisions, enfin réfléchir aux conditions politiques de la situation. Mais le truc que je trouvais le plus fort, moi, c'était des interviews
que vous pouviez conduire à embranchement multiple, c'est-à-dire que vous choisissiez en quelque sorte les relances du journaliste. Et ça, c'est un mode d'hybridation, pour le coup, des images, qui produit un effet très très étonnant, quoi. Parce que quand vous regardez, par exemple, le patron de Total se faire interviewer et invectiver par Dufresne, et qu'on peut comme ça intervenir sur l'interview, on a l'impression qu'il se transforme en personnage de jeu vidéo en face. Enfin, pour le coup, il y avait un effet d'irréalité dans un format documentaire qui est de l'ordre du cinéma du réel, qui était extrêmement troublant, et en même temps ça produisait des effets intéressants de construction de sens, parce qu'on aborde l'interview, on aborde ce que le type dit en face d'une toute autre manière. Donc il y a aussi, là il y a une voie passionnante, quoi, alors soit du côté du web documentaire, soit du côté des gens qui vont défendre l'idée de faire des jeux du réel. Ça, c'est quelque chose qu'on va trouver comme étiquette du côté d'une partie de la production des jeux vidéo. Donc ça, c'est une voie. C'est une voie pour se raccrocher au réel, de manière tenir un propos, et ces voies du webdoc, des jeux du réel. Parce que une des choses que je défendais dans Philo des jeux, hein, c'est l'idée de se dire quand même finalement, est-ce que le point d'accroche au réel dans les jeux vidéo, à notre monde, il ne se fait pas de manière massive par le dispositif lui-même. Et oui, avec quoi est-ce qu'on joue dans les jeux vidéo? On joue avec l'ordinateur, qui est la machine la plus puissante, enfin, la plus importante du monde contemporain. Vous les coupez là tout de suite, c'en est fini de tout, à la seconde, instantanément. Donc on joue avec le dispositif technique le plus important du monde contemporain, et on joue surtout avec des univers qui sont réduits à des données calculables, à des algorithmes, à de la programmation. Et ce qui fait que, j'aimerais dire, l'atmosphère comme ça, de monde qu'on peut avoir dans les jeux vidéo, le fait de jouer avec des mondes comme ça de data, se met à ressembler furieusement de plus en plus à l'atmosphère de notre propre monde, dans laquelle une bonne partie de nos activités sont désormais englouties sous forme de données et sous forme de data. Donc au-delà de la simple question, j'ai envie de dire, du propos, si tu veux, de quel propos portent les jeux vidéo sur le monde, ils ont un point d'entrée, quoi, qui me semble extraordinaire du point de vue des dispositifs culturels, qui est le fait que ce avec quoi tu joues de manière native, c'est d'emblée la mise en données, la mise en information du monde contemporain. Et ça, tu peux le jouer soit à la manière de l'aliénation la plus totale, enfin de l'adhésion la plus totale et non critique, soit ça peut devenir un élément critique à l'intérieur du dispositif, et à ce moment-là on touche quelque chose, je crois, d'extrêmement important. Voilà. Donc je défendrai, j'ai envie de défendre cette thèse du rapport au réel par le dispositif et par le code.